Nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, plusieurs événements haineux et antisémites relevés au Québec. La classe politique dénonce. Le projet de tramway de Québec est en péril. Le maire de la ville avance qu'un demi-milliard a déjà été investi jusqu'ici dans le projet. L'opposition de Montréal demandera la destitution des cadres de l'OCPM visés par des allégations de dépenses frivoles et un candidat républicain veut ériger un mur entre le Canada et les États-Unis. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir à 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est des actes antisémites haineux qui ont été relevés depuis hier, puis j'exagérerai pas en parlant d'une avalanche là, d'actes. Mario, là, commençons par le commencement. Ça a débuté hier, ces événements à Concordia qui ont été filmés, qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. Un groupe d'étudiants, de jeunes pro-palestiniens qui s'en prend là, verbalement et même physiquement à des jeunes étudiants pro-israéliens là, dans l'université de Concordia. Mais une manifestation d'étudiants juifs, là, je pense, qui était surtout sur la libération des otages. C'était un kiosque, on disait un kiosque sur la libération des otages avec des photos des otages puis tout ça. Ouais, et des drapeaux de l'État d'Israël. Oui, exactement. Qu'on a tenté d'arracher là, physiquement là, durant l'altercation, qui aurait fait 3 blessés, semble-t-il, là, selon les rapports qu'on a d'aujourd'hui. Et il y a des retombées depuis de cet événement-là. Parce que non seulement hier, on relevait, par exemple, comme c'est toujours le cas dans des vidéos virales d'altercation comme ça, on finit par cibler certaines personnes qu'on identifie, qui commettent ou disent des actes ou des paroles qui sont beaucoup plus répréhensibles. C'était le cas hier, par exemple, d'une jeune femme qui utilisait du langage là, extrêmement connoté là, pour traiter du langage raciste pur. Pur envers la communauté juive. Et là, un autre de ces individus qui a été identifié aujourd'hui, eh bien, c'est un chargé de cours, pas de l'Université Concordia, mais de l'Université Laval, qui se trouvait sur place. L'Université de Montréal. Oui, l'Université de Montréal, pardon. Monsieur Yanis Arabe, qui est un chargé de cours, donc, semble-t-il, qui enseigne les résistances dans le monde arabe, professeur d'histoire, entre autres, ses champs d'expertise, Palestine, Moyen-Orient, colonisation, etc., mais qui était sur place. Il a donné un cours très balancé. Entendre ses propos, Mario, on n'est pas sûr. On est permis d'en douter parce qu'il utilise là, en arabe là, le terme pour traiter quelqu'un de pute, littéralement, ou de salope, là, charmouta, qu'il dit retourne en Pologne, return to Poland, en anglais, dans la vidéo, donc en injuriant là, verbalement des gens dans l'altercation. Et retourne en Pologne, pour les gens moins familiers, là, on comprend que la Pologne, c'est là qu'il y a Auschwitz, les camps de concentration, Birkenau, c'est des grands camps de concentration, c'est ce qui est arrivé aux Juifs polonais, donc c'est ça, là. Oui, on se comprend qu'après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup des Juifs qui ont décidé d'émigrer en Israël, c'est des Juifs dont les familles étaient décimées, qui vivaient, entre autres, mais en Europe de l'Est, dont la Pologne, un pays qui abritait beaucoup de Juifs à l'époque. Donc vraiment, des termes extrêmement haineux qui ont été prononcés de ce côté-là. D'ailleurs, en fouillant les publications là, des réseaux sociaux de Monsieur Arabe, on se rend compte que non seulement, oui, il y a des invitations à des manifestations, par exemple pro-palestiniennes, ou rien de répréhensible là-dedans, mais par contre, le jour de l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas en territoire israélien, qui a fait près d'un millier de civils israéliens de décédés, mais lui, il dit « Tremblez sionistes, la Palestine reprend ses droits, fête, donc célèbre un peu ce qui se passe à ce moment-là, et le lendemain, fait même des blagues en lien avec un jeu vidéo et les membres du Hamas. » Donc c'est, des paroles puis des actes là, qui ont été dénoncés vivement aujourd'hui. Et là, l'Université de Montréal, présentement, dit enquêter, vérifier les vidéos, enquêter sur le cas. On comprend qu'on peut pas prendre une décision sur un coup de tête. Là, on veut être sûr de faire le tour des faits, d'avoir le bon individu. C'est normal, là. Oui, on se comprend. Puis aujourd'hui, c'est l'Université McGill aussi. Il semble-t-il que la communauté étudiante de McGill invitait des gens à venir participer à une manifestation là, pour Gaza, mais des affiches qui ont des apparences purement antisémite, Mario, là, qui invite comme ça, là, entre autres, dans la journée nationale d'interruption, auquel on invite les étudiants, ça démontre l'image, là, le graphisme de la chose, démontre un groupe de personnes qui donnent des coups de pied, qui fracassent des vitres, entre autres. Puis la date qui est prévue pour la manifestation, le 9 novembre, donc aujourd'hui. Le problème, c'est que le 9 novembre, c'est aussi le 85e anniversaire de la Nuit de Cristal, hein, le fameux événement dans lequel les nazis, à l'époque en Allemagne nazie, se sont livrés à toutes sortes de vandalisme, de synagogues puis de commerce juif, entre autres. Donc là, on se comprend que les images de gens qui brisent des vitres, le 85e anniversaire de cet événement extrêmement raciste-là,
C'est sûr que c'est spécial. Et tout ça après qu'il y a eu, il y a quelques jours, cocktail Molotov dans la porte d'une synagogue dans l'ouest de Montréal. Et là, on ajoute à ça des événements... coups de feu. Voilà, survenus cette nuit, 2 écoles juives du quartier Côte-des-Neiges à Montréal qui ont été ciblées par des coups de feu durant la nuit de mercredi à jeudi. On confirme du côté de la police qu'il y a une enquête qui est ouverte. Même des douilles qui ont été retrouvées, là, au moins une douille, dit-on, sur le site de la deuxième attaque, là, donc du deuxième endroit où on a envoyé des projectiles. Donc évidemment, on se comprend. Des coups de feu qui sont tirés dans la nuit, on s'attend à ce qu'il n'y ait personne dans l'école, mais tout de même, sur une école, le symbole est très fort. Là. Exactement. Ce qui a causé aujourd'hui là, tous ces événements-là, ben, encore une fois, la classe politique qui a réagi très fortement et qui a condamné... Et de surcroît, les 2 premiers ministres, pour une annonce sur le logement là, qui n'avait rien à voir, mais là, on est vite passé du logement au climat social. Absolument. Puis on a dû condamner là, fermement. Puis il y a des mots même qui ont été utilisés là, beaucoup plus forts, entre autres du côté là, du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, là, qui lui dit que des tirs comme ça sur des écoles juives, ça s'apparente, là, c'est une forme de terrorisme, selon lui. Lui qui faisait une sortie en compagnie de Christopher Skeet, là, qui est le ministre responsable de la lutte contre le racisme. Et les deux ont condamné extrêmement fortement. Justin Trudeau, comme tu l'as dit, François Legault, non, vraiment, c'est un des sujets qui revient là, vraiment dans l'actualité. Et on a même pu s'entretenir. Là, Mario, tu as parlé avec la ministre là, Pascale Derry, ministre de l'Enseignement supérieur, plutôt à l'émission, qui justement va devoir regarder la situation de près, parce que dans les universités, ça devient grave. Elle dit être en contact avec les recteurs, elle dit que les recteurs sont conscients de leurs responsabilités par rapport à une certaine paix sociale sur leur campus. Je suppose que c'est vrai, mais elle dit que les recteurs sont en plein contrôle de la situation. C'est comme sur ce bout-là que je suis moins certain. Moi, je pense que les recteurs en ont plein les bras, sont inquiets, voient un radicalisme sur leur campus. Et je pense, je dis pas qu'ils sont en panique, là, mais qu'ils se tirent ses murs, mais d'après moi, ils sont nerveux de l'évolution de la situation, comme Justin Trudeau l'est pour la situation au Canada. Oui, absolument. Surtout que ça devient difficile aussi de départager parce que il y a de l'activisme qui va se faire autour de tout ça, puis c'est dur aussi de faire une différenciation entre, OK, ça c'est une manifestation, par exemple, mais pour les Palestiniens, pour le droit à la vie des Palestiniens dans la bande de Gaza. D'accord? Puis la plupart des gens qui sont là ont des intentions nobles, veulent que le massacre de civils arrête, mais il y a des éléments également extrémistes qui vont se glisser dans ces manifestations-là. Là, on a entendu les propos d'Adil Sharkawi, cet imam controversé, plus tôt cette semaine, qui se trouvait dans une manifestation d'apparence pacifique et qui finalement y a tenu un discours. Mais qui se présentait, parce que c'est ça qui est fou. Là. Tu te présentes dans une manifestation pour la paix. C'est ça, les gens se présentent, on voudrait un cessez-le-feu, une manifestation pour la paix. Puis dans les discours, tu demandes à Allah de se débarrasser d'un peuple, là, de les exterminer tous jusqu'au dernier. Oui. Tu dis, ouais, on a été convoqués ici pour la paix, mais là, tu pourrais penser que les participants à la manifestation vont fuir. Tu sais, si moi, je vais participer à une manifestation pour la paix, puis un discours belliqueux, puis guerrier, puis haineux en avant, je vais partir les mains des poches en donnant des coups de pied sur les poubelles déçus, là, tu comprends? Dire, je me suis fait tromper par les organisateurs de la manifestation, mais non, les participants, ma foi, semblaient applaudir, et puis contents du discours. C'est certain que c'est difficile. Puis après, là, tu te demandes, c'est quoi? On assiste à quoi, là? Non, définitivement, une escalade de la violence. Ben, ce sont les tensions là, qui deviennent de plus en plus solides, là, tout comme dans le cas de l'Université Concordia. C'était pas une table dans laquelle on célébrait puis on louangeait les bombardements qui se font sur Gaza. Là. C'était pour demander le retour, la restitution des otages. Bref, comme l'ont dit les premiers ministres aujourd'hui de la classe politique, il serait temps que ça baisse d'un cran, là, toute cette tension. L'autre dossier qui était dans l'actualité depuis hier, c'est bien évidemment le tramway de Québec, hein, sujet chaud dans les dernières semaines. On a entendu dans cette saga toutes sortes de choses, des prix qui ont explosé, le maire Marchand qui se montrait très, très confiant. Puis finalement, hier, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui décide de retirer des mains du maire Marchand complètement le projet là, de tramway de Québec, ce qui a semblé prendre de court la mairie de Québec elle-même, là, qui aujourd'hui, de par la bouche du maire, ont expliqué qu'on aurait déjà investi du côté du gouvernement et de la ville au-dessus de 527 millions de dollars là, pour le projet de tramway. Parce que hier, on nous parlait de 350 environ, peut-être un peu plus. Là, c'est un chiffre qui gonfle, puis selon eux, qui pourrait être amené à gonfler, parce qu'aujourd'hui, semble-t-il que le téléphone ne dérougissait pas là, à l'hôtel de ville de Québec, toutes sortes de promoteurs, entre autres, qui appellent pour dire, est-ce qu'on arrête les travaux? Est-ce qu'on poursuit? Parce que là, il y aurait du déboisement de commencer, des bureaux de projet d'établis, des salaires, des expropriations déjà payées aussi. On aurait déplacé des égouts, par exemple, fait de l'aménagement dans les rues pour permettre le futur tracé du tramway. On comprend que c'est tout un bordel. Là. Ouais, c'est
tout un gâchis pour tout le monde. Par contre, moi, j'ai entendu du côté gouvernemental ce qui circulait dans les coulisses à Québec, un peu l'autre version des faits. Parce que à Québec, on semble dire, écoute bien là, on voyait bien que le projet ne pourrait pas se réaliser, plus personne n'y croit, on n'y croit plus. Et ils avaient l'impression que le maire Marchand faisait exprès pour engager le plus de dépenses le plus vite possible, une espèce de notion de bras dans le tordeur, puis de dire le pousse pour que le bras rentre le plus profond possible dans le tordeur. Puis après ça, tu dis, je suis coincé. Ouais, on peut plus tirer, là. Si tu tires, tout va arracher, la manche, la peau, la main, tout va arracher, là, tu sais. Ouais. Fait que je pense que le gouvernement du Québec se sentait dans cette position-là, et c'est pour ça que François Legault, hier, a dit, on convoque une rencontre avec Bruno Marchand, on le fait plutôt vite, puis on y enlève ça des mains. Maintenant, c'est sûr que tout le monde paraît mal, tout le monde est malheureux là-dedans, là. Oui, absolument. Commencer par les oppositions à Québec, sans se redonner à cœur joie aujourd'hui. Reprocher la Coalition Avenir Québec de manquer de courage, de manquer de vision, de dire que de retirer comme ça le projet pour le donner à la Caisse de dépôt et de placement, surtout du côté là, du Parti libéral du Québec. Là, M. Tanguay qui a commenté très fortement aujourd'hui en disant c'est un peu comme une patate chaude. Là. On vient de donner ça dans les mains de la Caisse de dépôt. Eux ont 6 mois pour réaliser ça, puis la CAQ se débarrasse du projet. Pour faire quoi? Moi, c'est là, on 6 mois pour repenser l'ensemble des... Parce que là, il y aurait aussi un mandat qui inclut le 3e lien, ou en tout cas la connexion Rive-Nord, Rive-Sud, là, l'idée d'un lien supplémentaire. Mais là, c'est quoi? On demande à la Caisse de dépôt, qui a fait le REM, je comprends, mais qui n'est pas un spécialiste des transports, de régler tous les problèmes de transport de la région de Québec où personne n'a pu s'entendre depuis 20 ans. Puis là, en 6 mois, la Caisse va régler ça. C'est spécial quand même. Puis ça démontre aussi pour certains projets d'infrastructure à quel point c'est difficile de mettre des choses en branle ici au Québec. Là, on branle dans le manche. Oui. Ça se peut-dire que c'est un petit peu un désaveu du ministère des Transports, que c'est comme si François Legault disait mais là voyons, ministère des Transports, veux-tu vraiment qu'il y ait quelque chose qui se fasse ou on veut pas, là? Non, mais j'ai vu ça. Moi, j'ai repensé à l'annonce de la Caisse de dépôt, puis je me disais pourquoi la Caisse de dépôt, puis c'est pas vraiment... Faut toujours... ramenons-nous à l'essentiel, là. La Caisse de dépôt a pour mandat de faire fructifier les économies des Québécois. De la Régie des rentes, pour payer nos rentes plus tard, c'est le bas de laine des Québécois. C'est énorme. C'est un succès québécois merveilleux, là. On a presque 400 milliards là-dedans. Bon. Puis, dans le cadre de ce mandat, la Caisse de dépôt achète des actions en bourse, des obligations, toutes sortes de produits. 400 milliards, faut en investir, toutes sortes de produits financiers, investit dans des entreprises, investit dans l'économie du Québec, toujours dans le but d'aller chercher une rentabilité. Et on investit dans des projets d'infrastructure. Il y a le CDPQ Infra qui investit dans des projets d'infrastructure. Mais mettons comme le REM, là, on investit là-dedans. On est toujours dans la gestion du bas de laine des Québécois. On investit, les gens vont acheter des billets, des cartes, là, vont prendre le REM, on va rentrer dans notre argent sur 30-40 ans. Donc oui, on fait marcher le Québec, mais en même temps, on amène une rentabilité. Il faut avoir un retour sur l'investissement. Mais là, à Québec, c'est un 3e lien, ça veut dire qu'il va y avoir un péage parce qu'on va être dans le modèle de la Caisse de dépôt qui veut le rentabiliser. Sincèrement, je comprends plus. Je comprends plus trop où est-ce qu'on s'en va. Ça a juste l'air bien fou tout ça. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Aujourd'hui, l'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal, de par la bouche de leur chef donc d'Ensemble Montréal, Aref Salem, ont dit qu'ils vont demander officiellement au conseil municipal de congédier la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, donc l'OCPM, Isabelle Beaulieu, et le secrétaire général Guy Grenier, après les révélations, bien évidemment, de nos collègues du bureau d'enquête et de JE, qui ont exposé les dépenses absolument frivoles qui se faisaient sur le bras des Québécois et des Québécoises depuis des années, puisque c'est un organisme qui est financé à 100% par des fonds publics. Et là, ce qu'on a dit du côté de l'opposition, c'est que le cirque a assez duré, qu'on veut pas attendre là, la commission des finances la semaine prochaine pour débattre de ces choses-là. Eux en ont entendu assez. Ils veulent que, au conseil municipal, une motion d'urgence soit déposée dès le 20 novembre pour demander la destitution, donc, de Mme Beaulieu et de M. Grenier. Des gens à qui la ministre des Affaires municipales, hier, a dit de réfléchir à leur avenir. Alexandre, le mois passé, quand il y a eu la gaffe à la Chambre des communes du président. Je m'en souviens très bien. Sur l'ex-nazi, là. Tu sais, ça a niaisé pendant 24 heures. Puis à un moment donné, Justin Trudeau a dit qu'il espérait que le président allait réfléchir à son avenir. Le lendemain matin, là. Oui. Le président était plus là. Il a démissionné. Il avait réfléchi à son avenir. Et voilà. Il avait réfléchi.
Là, quand t'es dans un rôle, je comprends que c'est pas... t'es au niveau municipal, puis la ministre des Affaires municipales est au niveau québécois, mais quand même, là, elle dit que ces gens-là devraient réfléchir à leur avenir. Je sais pas, moi. Est-ce qu'ils ont réfléchi, tu penses? Ben, pas assez. Peut-être pas assez. Réfléchir mieux. Parce qu'ils sont encore là dans tous les cas, mais comme la mairesse Valérie Plante est majoritaire au conseil de ville, là, ça va être à elle même de décider si la motion doit être débattue ou pas. Là. Elle pourrait donc décider de rejeter ça d'un revers de la main. Mais c'est sûr que ça serait peut-être pas très bon pour son image, pour celle de son parti, là, Mario, de refuser de débattre de ces choses-là. Non, mais elle va devoir... Écoute, la mairesse, là, hyper mal prise avec ça. Parce que je pense que dans sa tête, là, elle est pas folle, elle constate bien là, l'ampleur des dommages, elle mesure là, l'ampleur des dégâts. Mais elle est prise avec l'actuelle présidente de l'Office de consultation publique, qu'elle voudrait mettre à la porte. Et l'ancienne. Mais c'est ça. C'est qu'elle n'est que la continuité de l'ancienne. Madame Beaulieu a changé aucune règle. Elle a juste continué les façons de faire de sa prédécesseur. D'ailleurs, qu'il l'a choisi et recommandé. Puis sa prédécesseur, c'est Dominique Olivier. Puis Dominique Olivier, depuis qu'elle a quitté l'Office de consultation publique de Montréal, est devenue la présidente du comité exécutif. C'est comme l'administratrice en chef, la numéro 2 en dessous de Valérie Plante, qui fait entre autres le budget de la Ville de Montréal. Puis en passant, le budget de la Ville de Montréal, c'est plus gros que le budget que certaines provinces canadiennes plus petites. Donc, Dominique Olivier là, a plus de pouvoir que certains ministres des Finances de provinces du Canada, là, en termes de grosseur de budget qu'elle a à gérer. Wow. Puis là, ben, la semaine prochaine, elle doit déposer le budget. C'est sûr que Valérie Plante dit, moi, je peux pas remplacer comme ma ministre des Finances ou, tu sais, quelques jours avant le budget. Puis en même temps, Valérie Plante, c'est pas comme si dans son équipe, il y a beaucoup d'écologistes, puis beaucoup de social, pas beaucoup d'administrateurs, pas beaucoup de gens qui ont de l'expérience de gestion, pas beaucoup de gens qui ont une expérience économique. Même que Mme Olivier en a pas tant que ça, mais elle avait un peu d'expérience de gestion. Donc, je pense qu'elle a personne pour la remplacer. Le moment pour la remplacer est terrible parce que c'est la semaine du budget. Puis, le choix de personne qu'elle aurait pour la remplacer est pas au rendez-vous non plus. Donc, Valérie Plante a les mains attachées. Et là, elle regarde les dommages d'un bord, les dommages sur l'autre bord. Puis, sincèrement, elle sait plus quoi faire. Elle a juste hâte que la semaine passe, là. Les recherches pour retrouver le jeune Jesse Duchesneau ont été abandonnées aujourd'hui après plusieurs jours de recherches infructueuses par le service de police de la ville de Québec. Donc, ils n'auront plus d'effectifs sur le terrain. Je rappelle que le jeune de 19 ans est disparu dans la nuit de vendredi à samedi à la sortie d'un bar de Québec. Il semble-t-il qu'on n'arrête pas les recherches là non plus, là, même si recherche terrain, porte-à-porte, effectif, ça cesse. L'enquête va se poursuivre. On est rendu à analyser des caméras de surveillance de toutes sortes de commerces autour. Il y aurait de nouvelles images là, du jeune Jesse Duchesneau. Nouvelles images, nouveaux témoignages aussi. Ouais, mais ça, c'est un terrible choc pour la famille. Toujours ces annonces de fin des recherches, puis pour l'avoir déjà entendu, pour avoir déjà parlé des familles, là. Tu sais, dès que j'ai vu la nouvelle, là, la manchette est arrivée, fin des recherches, j'ai pensé tout de suite à ses parents qu'Audrey a interviewé cette semaine, membre de notre équipe, qui a étudié le cas. En même temps, on semble avoir du côté de la police, on semble manquer de pistes ou sur lesquelles travailler. On en a des nouvelles, mais... Oui, on apprend quand même là, que lui, selon les amis qui étaient avec lui, là, le jeune Jesse n'aurait pas consommé de drogue à l'intérieur du bar, mais selon certains observateurs, il aurait été dans une espèce d'état second. Il avait pas l'air sous, mais il se parlait dans le miroir, selon un témoignage, tout seul pendant un moment, ce qui a suscité quelques moqueries. Peut-être consommer quelque chose que personne ne sait, là. Exactement. Soit qu'il y a personne ne sait, ou qu'il s'est fait son insu. Qui s'est fait mettre dans son verre. Là, voilà, et donc qui l'a complètement chamboulé. Tranche de vie, Mario, ça m'est déjà arrivé de me faire droguer à mon insu dans un verre que je n'avais pas. Puis c'est pas une expérience que je souhaite à qui que ce soit, puis tu t'en rends pas compte, puis t'es shaké sur un moyen temps, effectivement. Donc, ce qui aurait pu expliquer qu'il se soit mis à errer comme ça dans les rues de Québec, malgré lui. Donc, évidemment, la famille là, reste extrêmement inquiète quant à son sort. Tout savoir en 24 minutes. C'est la fin d'une époque, Mario. Réseau Contact qui met fin à toutes ses activités, qui était certainement l'un des plus vieux sites de rencontres encore actifs au Québec, fondé en 1996. Mon Dieu, ma foi, presque aussi vieux que moi. Réseau Contact, qui avait su se renouveler dans les dernières années, mais qui fait face quand même à de la compétition extrêmement féroce avec toutes les applications de rencontres du moment.
eux, aujourd'hui, ont dit que ce n'était pas là, à cause de la compétition ou d'un manque de rentabilité ou quoi que ce soit qui décide de fermer le site. Ils ont dit que c'est plutôt la modernisation qu'ils allaient devoir faire dans les prochaines années, entre autres, pour répondre à la loi là, sur les renseignements et le droit à la vie privée. Semble-t-il que c'était beaucoup plus compliqué pour eux d'amener toutes ces modifications-là. Et c'est ce qui va donc entraîner la fin d'un réseau qui avait encore... Mais il y a de la concurrence quand même, là. Oui, de la concurrence, mais c'était surtout pour des gens d'un certain âge. Là, on parle des membres qui avaient en moyenne entre 50 et 55 ans. Plus de 70% des membres ont en haut de 40 ans sur le site Réseau Contact. Donc, c'est pas la même clientèle que Tinder? Mais c'est ça, c'est pas la même clientèle. On parle surtout de gens plus jeunes qui vont utiliser les nouvelles applications américaines. Il y avait encore 115 000 membres, quand même, sur Réseau Contact. Tu sais que j'ai jamais été aussi incompétent pour commenter une nouvelle parce que j'ai jamais utilisé un site de rencontre. Mais ça, je comprends, Mario. J'ai la même blonde depuis l'âge de 20 ans, c'est fou, hein? C'est quand même débile. J'ai jamais utilisé, j'aurais pas, je suis quasiment content de ça. Je pense pas que j'aurais été bon ou que je me serais mis bien On t'aurait aidé à te faire un profil, Mario. Okay, inquiète-toi pas. Économie. La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, va présenter sa mise à jour économique le 21 novembre prochain. Mise à jour qui va être très, très suivie, autant du côté économique que du côté politique. Ben, le politique, parce que pour moi, c'est comme, tu sais, dans le fameux coup de volant là, que M. Trudeau a essayé de donner depuis le début septembre. Maintenant, nous, le Parti libéral, un peu une réaction à Pierre Poilievre, maintenant, nous, le Parti libéral, on s'occupe de la classe moyenne, du coût de la vie, de la taxation des logements, de l'épicerie. On a convoqué les épiciers. Tu sais, c'est comme là, tu as un exercice plus large, là, un mini-budget, une mise à jour économique pour, tu sais, comme on dit, dans un coup de volant, là, tu as un geste pour donner un autre coup de volant puis faire passer ton message. Oui, effectivement. Alors que le coût de la vie puis le logement, c'est rendu les principales préoccupations. Oui, il y a eu des grandes annonces de logement faites, mais c'est quand même aussi un exercice périlleux, Mario, parce que... parce que l'économie va pas bien. Là. Ouais. On l'a vu qu'Éric Girard, là, les finances sont pas tellement mieux à Ottawa, c'est sûr. Voilà, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, lui s'est inquiété même récemment, là, était très transparent là, en disant qu'il s'inquiétait du niveau de dépenses là, encouru par le gouvernement en ce moment. Donc, qu'est-ce qui va être inclus dans cette mise à jour économique-là? Très, très, très suivi. Évidemment, surtout qu'il y a l'exemption de la taxe sur le carbone pour le transport de l'huile de chauffage, ce qui a été annoncé là, un peu à la va-vite par le gouvernement Trudeau dans les provinces de l'Atlantique qui utilisent beaucoup ce mode de chauffage-là, ce qui a été décrié par les autres provinces qui sont affectées elles aussi par ce genre de taxation ailleurs. Est-ce que ça va être enchâssé, intégré dans cette mise à jour économique-là? C'est censé l'être, mais devant toutes les critiques qui ont été faites, est-ce que ça risque d'être modifié? Bref, ça va vraiment être quelque chose d'extrêmement suivi 21 novembre prochain. Le Monde. Hier, c'était un autre débat chez les républicains, chez les candidats là, à la présidence, qui se tenait bien évidemment sans la présence du leader dans la course en ce moment, le meneur Donald Trump, qui continue de coiffer là, tous ses poursuivants, bien sûr. 60%, puis le plus proche rival à 14%, genre. Là. Exact, à peu près. Genre, là, oui. Mais on continue quand même de tenir des débats dans lesquels on décrit... Qui sont importants parce que celui qui est à 60% pourrait sauter. Donc, moi, je continue de penser qu'avec ces déboires judiciaires, on pourrait se retrouver là, du jour au lendemain dans une course où tous ceux qu'on voit présentement loin derrière, ben c'est eux les kings, là, c'est eux qui... Et c'est pour ça, je pense qu'ils se battent, entre autres, Nikki Haley, pour essayer de remonter première. Il y a une course là, pour la 2e, 3e place. Oui, qui se mène encore, chaude lutte entre les autres candidats, puis qui tentent de se démarquer d'à peu près toutes les manières, Mario. C'est le cas, entre autres, de Vivek Ramaswamy, qui est cette espèce de jeune... Le nouveau petit Trump. Là. C'est une espèce de mini-Trump, effectivement, qui fait des déclarations à l'emporte-pièce un peu partout. Mais il y en a une qui a faite hier, Mario, qui nous concerne directement. Je te laisse écouter. As far as I'm aware, who has actually visited the northern border. There was enough fentanyl that was captured just on the northern border last year to kill 3 million Americans. So we got to just skate to where the puck is going, not just where the puck is. Don't just build the wall, build both walls. Can't just complete the wall. Pas juste un mur à la son frontière sud, comme ça a toujours été dit par Donald Trump avec la frontière avec le Mexique, mais à la frontière au nord aussi, parce qu'il y a du fentanyl, de la drogue qui transige par cette frontière-là. La frontière nord, Mario, je t'apprendrai rien, t'es assez bon en géographie. C'est le Canada qui se trouve juste en haut. Et là, ben, il fait flotter cette idée de construire un mur. Mais je sais pas comment... Tu sais, comment est-ce que Trump a transformé la politique américaine? Moi, mettons, on repart 20 ans en arrière. Là. Ben, moi, je suis plutôt à droite, donc mettons... T'es jamais tout le temps d'accord, mais mettons, j'étais le 3/4 du temps d'accord avec les républicains, mettons un quart avec les démocrates. Je te dis un chiffre comme ça.
Parce que c'était un parti saine gestion des dépenses publiques, puis on fait attention, puis on grossit pas le gouvernement pour rien, puis attention aux taxes, puis aux PME, puis l'entrepreneurship, puis tu sais, un discours un peu plus à droite. Mais là, c'est comme, tu sais, de ce parti-là, il sort depuis Trump, des affaires, mais totalement débiles. Tu repense à l'alliance, là, tu sais, Reagan-Mulroney, la belle époque, des relations normales. On est rendu loin de ça. Comment, avec des débiles, la politique peut devenir débile. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.